Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle de bien vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, partager cette vidéo et de vous procurer le dernier numéro du magazine d'Omerta, Ukraine, la guerre sans fin, consacré à 3 années de conflit vécues sur la ligne de front, sur l'intégralité des 1200 km de ligne de front, avec l'expertise, les analyses des meilleurs experts, notamment ceux du Centre français de recherche sur le renseignement. Et vous retrouverez également l'interview de Jacques Sapir, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Jacques Sapir. Merci beaucoup, bonjour. Vous êtes un économiste de renom, bien connu en France. Vous êtes spécialiste, entre autres choses, des anciens pays du bloc soviétique, en particulier évidemment de l'Ukraine et de la Russie. Et vous avez écrit un ouvrage, La fin de l'ordre occidental, publié aux éditions Libres, que je recommande à nos auditeurs. Si quelque chose peut nous servir un petit peu de, je dirais, de guide là-dedans, c'est de regarder la négociation qui a eu lieu à Paris de 68 à 1973 pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Et à un moment donné, si vous voulez, ce qu'on appelle les accords de Paris ont été signés au début de l'année 1973, presque 4 ans après le début des négociations. Et pour aboutir à cela, les États-Unis avaient mis aussi la pression sur le gouvernement sud-vietnamien, qu'ils avaient menacé de couper toute l'aide américaine. Bon, clairement, l'armée du Sud-Vietnam ne survivait que grâce à l'aide américaine. Ce qu'ils ont fait à Zelensky. Bon, après, ils ont aussi repris des bombardements sur le Nord-Vietnam, des bombardements par B-52, et on a abouti à cet accord. Cet accord, dont les Américains n'avaient qu'un but, c'était en fait qu'il leur serve pour se dégager de la guerre. La presse américaine a commencé tout d'un coup à découvrir que le Sud-Vietnam était très corrompu, n'était pas démocratique, comme si on ne le savait pas déjà depuis des années et des années, bon, etc. Bien. Et ce qui fait que les États-Unis se sont progressivement, dans les 6 mois qui ont suivi, désengagés, ce qui a, de facto, livré le Sud-Vietnam au Nord-Vietnam. Est-ce que c'est à cela qu'on va procéder ? Est-ce que c'est ainsi que les Américains vont procéder ? C'est pas impossible. Je ne dis pas que ce soit le plus probable, mais je dis que ce n'est pas impossible. Ou bien est-ce que les Américains vont tenter d'obtenir un cessez-le-feu plutôt favorable à l'Ukraine, au sens où l'Ukraine ne céderait pas de nouveaux territoires dans l'immédiat, mais qu'ils vont imposer à l'Ukraine des cessions de territoires dans la phase du processus de paix, qui lui, si le cessez-le-feu est signé d'ici début avril, le processus de paix peut durer encore plusieurs années. Et donc là, il faudra vraiment regarder quel sera le comportement des États-Unis par rapport à l'Ukraine. Est-ce que les États-Unis vont continuer de faire des pressions, et on sait qu'ils en font actuellement de manière importante, pour que Zelensky quitte le pouvoir? Bien. Alors, à mon avis, il ne peut pas quitter le pouvoir tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu. Tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu, les Américains sont obligés de faire avec lui. Mais une fois que le cessez-le-feu sera signé, ça sera tout à fait différent. Et on sait déjà, j'ai des collègues ukrainiens qui me l'ont dit hier soir, que l'ambassade américaine à Kiev est extrêmement active auprès des députés de la Rada. Parce que, et ce point important, il faut avoir en tête, si Zelensky démissionne, que ce soit volontairement ou que ce soit à la suite de pression de la part de Washington, légalement,
c'est le président de la Rada qui lui succède. Hein, comme chez nous, si vous voulez, quand le président démissionne ou quand il meurt, bon, c'est le président du Sénat. Donc, chez nous, c'est M. Larcher. Bon. Donc, c'est ça un petit peu la chaîne de succession en Ukraine, la chaîne légale. Et le président de la Rada est quelqu'un qui a toujours eu des positions, je dirais, pas favorisant les deux partis, mais disons, il était un peu en retrait par rapport aux déclarations les plus belliqueuses de Zelensky. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement russe veut des garanties immédiates, dans le cadre du cessez-le-feu, ou est-ce que, dans les pourparlers qui vont avoir lieu avec les États-Unis, et en particulier dans cette discussion entre Trump et Poutine qui aura lieu d'ici la fin de la semaine, est-ce que les Américains vont leur donner des garanties pour la phase d'après? Et là, il n'est pas du tout impossible que la Russie accepte un cessez-le-feu qui soit assez loin de ses positions actuelles, avec l'espoir raisonnable d'arriver à un traité de paix qui lui soit, lui, beaucoup plus favorable. La question fondamentale pour le traité de paix, c'est en fait la démilitarisation de l'Ukraine. Et ce que l'on entend par démilitarisation, il faut le savoir, hein, c'est un terme qui a été utilisé notamment lors du traité de paix entre l'Union soviétique et la Finlande en 1947. C'est le fait que l'Ukraine a le droit de conserver une armée, mais qu'elle est limitée dans les effectifs de l'armée et qu'elle est limitée dans les armements qu'elle peut avoir. Par exemple, l'armée finlandaise voyait son nombre de canons à longue portée ou d'obusiers lourds fortement réduit. L'aviation finlandaise était réduite, je crois, à 100 appareils au total, peut-être un petit peu plus, mais c'est autour de ça. La marine n'avait pas le droit d'avoir des sous-marins ou des vedettes lance-torpilles, puis par la suite des vedettes lance-missiles. Bon, voilà. Et c'est ce cadre qui, en fait, a fonctionné jusqu'à la dissolution de l'URSS, puisqu'on a considéré que le traité était caduc à ce moment-là. Bon. Donc, je pense que la principale revendication de la Russie, ce sera ça, et évidemment le fait que les Ukrainiens acceptent d'inscrire dans leur constitution que leur pays est neutre. Donc, il n'est plus question de rentrer dans l'OTAN, que ce soit demain, après-demain, dans 10 ans. Bon, ils inscrivent la neutralité du pays dans leur constitution. Donc, c'est grosso modo le scénario que je vois se développer. La seule chose dont on peut être raisonnablement sûr, c'est que le cessez-le-feu aura lieu d'ici le 20 avril, bon, mais qu'après, les négociations de paix peuvent durer de manière assez longue, et que dans ces négociations de paix, il n'est pas du tout impossible que les États-Unis abandonnent à nouveau l'Ukraine. Alors on voit que Donald Trump a mis une pression sur le président Zelensky, mais il met aussi une pression sur les anciens alliés de Joe Biden, que sont le Canada et les pays de l'Union européenne. Et là, je voudrais poser une question vraiment d'ordre économique. C'est dans les annonces de hausse de tarifs douaniers annoncées par Donald Trump, dans ses velléités aussi d'intégrer le Canada, le Groenland, etc., c'est une nouvelle politique économique qui tranche avec la politique de l'administration démocrate. On voit qu'il met la pression sur le Canada, sur les pays européens. Comment est-ce que, d'un point de vue économique, vous jugez ces annonces, une hausse des tarifs douaniers? Est-ce que ça a un sens et quel est-il? Alors, d'abord, il faut bien séparer deux choses. La question de la politique économique, dont l'objectif est essentiellement la réindustrialisation des États-Unis. C'est ça, et d'ailleurs Trump l'a dit explicitement. Et cette idée, qui est pour l'instant un peu vague,
de Donald Trump de constituer une espèce de bastion autour des États-Unis, incluant au nord le Canada, le Groenland, et au sud jusqu'au canal de Suez. C'est l'idée, grosso modo, que... Canal de Panama. Le canal de Panama, pardon, le canal de Panama. C'est l'idée que les États-Unis passeraient à une politique Monroe 2.0, où ça serait plus l'ensemble de l'Amérique latine qui serait concernée, mais où, fondamentalement, la frontière sud des États-Unis serait de fait le canal de Panama. Bon. Alors, sur la politique économique, les sanctions en termes douanières ont relativement peu de sens par rapport au Canada. Pourquoi? Parce que le commerce qu'il y a entre les États-Unis et le Canada, c'est ce qu'on appelle, nous, techniquement, en économie, du commerce intra-branche. Par exemple, pour l'industrie automobile, un producteur américain a un sous-traitant au Canada, qui lui-même a un sous-traitant aux États-Unis, qui lui-même a un sous-traitant au Canada. Et donc, la pièce vient du Canada aux États-Unis, elle est agrégée à d'autres pièces, ça repart vers le Canada et ça revient en fait vers les États-Unis. On voit bien que là, les droits de douane vont provoquer des hausses massives parce qu'ils vont s'additionner, si vous voulez. Ce n'est pas un produit qui arrive du Canada aux États-Unis et qui est taxé à 20% ou à 25%, mais c'est les composants du pays qui viennent aux États-Unis, qui sont déjà taxés de 20%, qui repartent au Canada où ils seront taxés à nouveau à 20%, puisque les Canadiens ont bien dit leur volonté de répliquer aux mesures américaines, et qui seraient retaxés de 20% quand ils repasseraient aux États-Unis. Bon. Donc ça, je pense que ça n'a pas réellement de sens. Par contre, il est clair que oui, il va y avoir une grande négociation avec le gouvernement canadien et que, d'une certaine manière, cette histoire de droit de douane, cette guerre commerciale, c'est un argument de négociation. Par rapport à l'Europe, c'est très différent. Parce que Donald Trump a cette idée qu'en fait, l'Europe est un espèce de passager clandestin des États-Unis. Ce n'est pas exactement la situation, je dois le dire, mais bon, voilà. C'est ce qu'il pense. Et il pense donc qu'une partie de l'industrie européenne doit être délocalisée vers les États-Unis. Or, actuellement, les pays de l'Union européenne souffrent terriblement d'un point de vue industriel de la hausse des prix de l'énergie, et en particulier du gaz, qui est la conséquence des sanctions qu'eux-mêmes ont prises contre la Russie. Les prix du gaz ont augmenté de 70% en Allemagne depuis la fin 2021. Alors, ils étaient même montés à plus de 100% à un moment donné, ça a un petit peu baissé, mais voilà, 70% sur les coûts de l'énergie, ça a un impact extrêmement important. Et d'ailleurs, ce que l'on voit depuis 1 an et demi, c'est une contraction accélérée de l'industrie allemande, qui est un petit peu compensée par l'activité des services, mais évidemment, ça a des conséquences sur la structure du PIB de l'Allemagne. Et là, si vous avez des droits de douane en plus, eh bien, ça veut dire que pour les industriels allemands, il sera beaucoup plus intéressant de fermer leurs usines en Allemagne et d'en ouvrir aux États-Unis que de rester en Allemagne. Or, là, Trump a compris, ou en tout cas les conseillers de Trump ont compris, que la financiarisation était, et d'une certaine manière, portait en elle une forme de désindustrialisation en Allemagne, et qu'aujourd'hui,
les grandes entreprises allemandes, je parle les Siemens, les Daimler, Mercedes, Porsche et VAG et Audi, bon, etc. Rheinmetall, bon, ces grands, je dirais, ces grands groupes allemands ont une direction qui est beaucoup plus concentrée sur leurs résultats financiers que sur leur réelle activité industrielle. Et donc oui, là, ça peut marcher. Là, effectivement, ça peut marcher. Donc je ferai une différence très nette entre ce qui se passe entre les États-Unis et le Canada, qui est pour moi essentiellement politique, beaucoup plus qu'économique, parce que c'est vrai que cette hausse des droits de douane n'a pas beaucoup de sens avec le Canada, économiquement, avec ce qui se passe par rapport à l'Europe, qui lui a du sens, mais il faut bien dire que c'est une agression contre toute une série de pays européens. Et donc là, la question va se poser, c'est de savoir est-ce que le gouvernement allemand va rester, comme on dit, droit dans ses bottes, et va rester sur des positions idéologiques, et il sera, en fait, sans pouvoir face à cette offensive américaine, ou est-ce qu'on aura un gouvernement allemand plus pragmatique qui va négocier à court terme avec la Russie pour reprendre des importations de gaz à bien moindre coût, et qui va négocier avec la France pour que la France devienne son fournisseur d'électricité. Bon. Je signale par ailleurs que la proposition d'étendre la dissuasion française à une partie de l'Europe, à toute l'Europe, j'y crois pas un instant, mais au moins à une partie de l'Europe, pourrait être une arme de négociation. On va dire d'accord, messieurs les Allemands, vous souhaitez que l'on étende la dissuasion à votre pays, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être arrêter avec vos ONG de chercher à déstabiliser le système électronucléaire français. On peut penser qu'il y ait ce t-shirt. Donc oui, là on voit bien que la politique de Donald Trump, économiquement, elle est une menace pour une série de pays de l'Union européenne, fondamentalement pour l'Allemagne, les Pays-Bas, bon. Et que ça va, d'une certaine manière, confronter ces pays à la question de savoir, est-ce qu'ils restent dans la position idéologique qui est la leur actuellement par rapport à la Russie, ou bien est-ce qu'ils comprennent que qu'ils ne peuvent pas affronter à la fois deux ennemis de la taille des États-Unis et de la taille de la Russie. S'ils comprennent cela, alors on peut avoir des décisions pragmatiques qui seraient prises et qui aboutiraient en fait au démantèlement assez rapide du cadre des sanctions. Pour le moment, on voit qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont annoncé se tenir prêts, préparer un plan de contre-mesures aux sanctions américaines, donc ils souhaitent tenir tête à Donald Trump. Est-ce qu'ils en ont réellement les moyens ? La France en a les moyens, enfin disons, la France est dans les grands pays de l'Union européenne celui qui serait le moins impacté par les mesures américaines. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que nous avons été beaucoup moins frappés par la hausse des prix de l'énergie. Nous avons notre système électronucléaire en France, et c'est un point important. Après, parce que une partie de nos produits industriels sont très liés à l'industrie américaine, et là, on va retrouver le scénario du Canada. Si vous taxez les produits venant de la France, ça va faire monter les coûts de vos productions aux États-Unis. Prenons par exemple les avions, les réacteurs des avions, je dirais, de tonnage moyen, hein, comme l'équivalent de l'Airbus A320, bon, le Boeing 737, etc. Ils sont coproduits par la France et les États-Unis.
Ça n'a pas beaucoup de sens d'augmenter les droits de douane à ce moment-là. Donc, il y a ce problème. Et après, nous avons des exportations vers les États-Unis qui sont des exportations de biens de luxe. Et on sait que, traditionnellement, les biens de luxe sont assez indifférents à la dimension prix. Bon, les gens qui veulent acheter des produits Hermès, des parfums français, les produits vont coûter 20% plus cher? Oui, et après? Si vous voulez, vous avez aussi un très bel exemple, c'est sur le cognac. Alors, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai dans d'autres marchés, comme les marchés asiatiques. Les ventes augmentent en fonction de la hausse du prix du produit. Si vous voulez, vous avez une relation inverse entre le prix et la demande. Normalement, quand le prix augmente, la demande baisse. Eh bien non. Pour ces produits de luxe, les gens les trouvent d'autant plus attractifs qu'ils sont d'autant plus chers. Bon. Donc, on le voit, la structure de l'économie et de l'industrie française fait qu'elle est beaucoup moins exposée que l'industrie allemande. Donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron peut gonfler ses muscles en sachant que c'est des petits muscles quand même. L'industrie française ne pèse que 11% dans notre PIB et l'industrie allemande pèse 23% dans le PIB. 2 fois plus. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Mais s'il fait ça, il faut, s'il veut avoir une position de négociation, il faut qu'il reconnaisse les intérêts de l'Allemagne. Et les intérêts de l'Allemagne, en réalité, c'est de faire baisser de manière très importante les prix de l'énergie, donc de reprendre contact avec la Russie. Et là, si vous voulez, il y a une vraie contradiction entre les intérêts d'une politique de moyen et de long terme et des positions idéologiques qui ont été prises. Alors justement, cette fracture entre réalisme économique, intérêt des peuples et des États et une position idéologique de soutien total à l'Ukraine, d'ailleurs, qui s'est radicalisée encore un peu plus face à l'action de Donald Trump, puisque les Anglais ont redonné plusieurs milliards. Ursula von der Leyen a annoncé un nouveau paquet d'aides financières. Les Français prennent le leadership de l'appareil militaire européen. Comment expliquez-vous, est-ce que cette contradiction, elle est tenable à court et moyen terme? Pour les Allemands, par exemple, vous expliquiez que l'intérêt vital de l'industrie allemande, c'est de retrouver du gaz russe. Selon vous, qui va l'emporter? Je pense qu'à court terme, la dimension idéologique va rester extrêmement présente, mais qu'à moyen terme, alors, la CDU-CSU est en réalité très connectée avec le patronat allemand. Or, si les grandes entreprises allemandes quittent l'Allemagne, que devient ce tissu d'entreprises moyennes qui faisait la force d'ailleurs du modèle économique allemand? Il faut, des sous-traitants notamment. Les sous-traitants, etc. Qu'est-ce qui devient? Donc, je pense que les dirigeants allemands seront confrontés d'ici 5 à 6 mois à une forme de pression importante de la part de leur patronat. Leur disant c'est plus possible de continuer comme ça. Et donc, quelle sera la position de la France à ce moment-là? Est-ce que c'est de dire l'Allemagne trahit, donc de rester sur une position très idéologique, ou de dire l'Allemagne n'a pas d'autre choix? Si elle veut sauver, si ce n'est la totalité de son modèle économique, du moins une partie de celui-ci, elle doit passer par là. Mais en même temps, c'est quelque chose qui ouvre des potentialités extrêmement fortes pour le développement de l'économie française et pour le développement de l'industrie française. Et donc, proposons un accord avec l'Allemagne
où la France deviendrait le grand producteur d'énergie électrique pour l'Allemagne, donc lui assurerait à la fois une électricité bon marché et l'Allemagne obtiendrait du gaz à bon marché de Russie. La France apporterait sa garantie nucléaire à l'Allemagne. En contrepartie, l'Allemagne se rangerait avec la France sur une série de problèmes, voire sur la question de l'euro, parce qu'il faut toujours avoir en tête que l'écart des taux de change réels entre l'économie allemande et l'économie française est en faveur de l'Allemagne d'environ 20%. Et on le constate quand on lit les documents du Fonds monétaire international, ce qui s'appelle l'External Sector Report, publié tous les ans fin juillet, début août. Bon, donc, il faudrait aussi pouvoir parler de cela avec les Allemands. Donc, d'une certaine manière, si on adopte une position qui est réaliste et pragmatique, il y a une vraie solution, mais évidemment, pour cela, il faut se défaire du cadre idéologique qui est celui alors des dirigeants de l'Union européenne, de Mme von der Leyen en particulier, ou qui est la position d'Emmanuel Macron. Concrètement, tant qu'Emmanuel Macron sera au pouvoir, j'ai de grands doutes sur un tel tournant. Mais Emmanuel Macron, il sera parti en 2027. Il n'a pas le droit de se représenter, etc. Donc c'est plutôt une question que là où le successeur d'Emmanuel Macron aura à régler à partir de son élection. Est-ce que cette question industrielle, vous parliez d'Emmanuel Macron, elle est réellement pertinente? Parce qu'on voit que d'un point de vue économique, je dirais quand il était ministre de l'économie et des finances, il y a l'affaire Alstom où les Américains en fait prennent le contrôle d'un des fleurons de l'industrie française. Est-ce que finalement on comprend la logique pour les Allemands parce que c'est une logique finalement un peu de souveraineté, de protection de l'industrie avec les contraintes de la guerre en Ukraine, les prises de position idéologiques. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans le logiciel d'Emmanuel Macron, protéger l'industrie française, ou est-ce que finalement on est, est-ce que je dirais, il ne pense pas plus en termes de monde globalisé, d'une économie qui en fait s'échange, où il y a le drapeau national finalement est peu pertinent sur ces questions. Alors il est probable qu'il pense dans ces termes, mais il va devoir être réactif parce que ce monde globalisé n'existe plus. C'est le retour des souverainetés? Oui, c'est le retour des nations. C'était prévisible. J'ai écrit un livre là-dessus en 2008. Bon. Donc, aujourd'hui, et même les organisations internationales, comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, le reconnaissent, depuis la crise du Covid. Ils disent, voilà, on est rentré dans une époque de fragmentation internationale accélérée. Bien. Et donc, ça veut dire que la souveraineté économique, deviennent des points tout à fait essentiels. Alors, dans son discours, Emmanuel Macron, je dirais, semble le reconnaître. Mais on voit aussi que c'est une forme de reconnaissance qui ne se traduit pas par des actes. Par exemple, l'objectif de réindustrialisation, il l'a dit à de nombreuses reprises, que c'était l'objectif. Bon. Vous regardez la production industrielle française en volume, et vous voyez que ça ne se passe pas. Non seulement notre production industrielle est largement en dessous de son niveau de 2008, mais elle est en dessous de son niveau de 2019, avant la crise de la Covid. Donc, il va y avoir un véritable problème. Alors, je pense qu'intellectuellement, Emmanuel Macron n'est pas équipé pour penser ce changement de paradigme. D'abord, à cause de son idéologie européiste. Ensuite, à cause de son expérience personnelle, qui fait qu'il ne connaît rien aux réalités de l'industrie. Pour lui, grosso modo, l'industrie, c'est les start-up.
Alors, je ne dis pas que les startups ne soient pas importantes du point de vue de l'innovation. Elles le sont, si vous voulez, c'est incontestable. Mais les startups, c'est un petit peu le sel et les épices que l'on met dans un plat. S'il n'y a pas ça, ça n'a pas de goût, c'est immangeable. Mais ce n'est pas ça qui fait le plat. Le plat, c'est autre chose. Donc, je ne pense pas qu'il soit le dirigeant adéquat pour gérer ce type de tournant. Par contre, ce qui sera important, c'est de savoir est-ce que la campagne électorale présidentielle, qui va s'ouvrir à la fin de cette année, faut pas se leurrer là-dessus, est-ce que cette campagne va repartir sur des thèmes très idéologiques, construction d'une Europe puissance face à la Russie, problème des retraites, etc. Ou est-ce que ça va enfin se concentrer sur des questions de réalisme politique, comme c'est de dire, nous avons la possibilité de trouver une voie de reconstruction de l'industrie française, donc de reconstruction de la souveraineté économique française, qui passe par toute une série de positions, et dont l'une des conséquences serait de permettre à notre système social de fonctionner. Après, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures en termes d'investissement, qu'il faut prendre des mesures en termes de formation des personnels, qu'il faut prendre des mesures favorisant la hausse de la productivité de l'industrie. C'est une question dont il n'est jamais question, justement, dans le débat sur les retraites. Si vous voulez, le débat sur les retraites, il tourne autour d'un point très simple. Si aujourd'hui, un salarié peut soutenir 2 fois plus de retraités qu'en 1960, c'est pour une raison très simple, c'est que ce salarié produit nettement plus que ce qu'il produisait en 1960. Ça s'appelle la hausse de la productivité du travail. Or, depuis 2021, il y a un décrochage important de la productivité du travail en France. Ce qui invalide, tant que ça dure, toutes les idées de maintenir l'âge de la retraite à 60 ans. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Si nous avions un gain constant de productivité, comme nous l'avons eu dans les années antérieures, comme nous l'avons eu avant la crise de la Covid, un gain constant à 2,3, 2,5% par an, oui, le maintien de l'âge de la retraite peut tout à fait se financer. Mais à partir du moment où nous ne l'avons plus, où nous n'avons plus ce gain, et où, en fait, la productivité du travail est stagnante depuis le début de 2021, nous ne pourrons pas le financer. Donc, c'est ça la véritable question. Et donc, ce qu'il faut se poser comme travail, c'est de se dire, pourquoi y a-t-il eu cette espèce de baisse importante de la productivité du travail? Et 2, comment faire pour que l'emploi progresse en France, non pas sur des emplois protégés, mais sur des emplois industriels réels. Et donc, il faut redévelopper l'industrie française. Si on combine les deux, je vous le dis tout de suite, il n'y a plus de problème de financement des retraites. Encore faut-il avoir une stratégie qui combine justement ces deux aspects. Alors, la gauche est uniquement dans une vision de nouvelle répartition, ce qui est absurde quand on regarde la dimension économique. Et la droite, elle est partie dans une espèce de délire idéologique, enfin, le centre-droit, partie dans une espèce de délire idéologique autour de la construction de l'Europe. Donc, la vraie question sera de faire en sorte de replacer l'église au milieu du village, c'est de dire, non, le problème c'est quelle est la stratégie économique et politique qui permettra à la fois un redéveloppement de l'industrie française, qui permettra, et donc de l'emploi,
évidemment, qui permettra un redémarrage important de la productivité du travail, car ces deux dimensions seront essentielles si on veut financer le système social français tel qu'il fonctionnait avant 2019. Pour moi, c'est ça la question absolument centrale. Mais je vous le dis, c'est une question qui ne peut pas être abordée par Emmanuel Macron. Ce qui serait important, c'est qu'elle soit portée par toute une série de gens, de courants politiques, et qu'ils arrivent à en faire la question centrale de l'élection présidentielle de 2027. On parlait des discussions entre Russes et Américains sur l'Ukraine. Il y a quelque chose de moins visible, mais peut-être est-ce que ça existe déjà, c'est des discussions entre Russes et Américains sur les questions économiques et la question des sanctions américaines sur des personnalités, des hommes d'affaires ou des sociétés russes. Mais il y a aussi toute cette... comment dirais-je, toute cette problématique des relations avec les pays européens, de la problématique de l'énergie. Est-ce qu'il peut y avoir un possible accord, un possible rapprochement entre les Russes et les Américains sur des questions économiques, sur des questions financières? Et si oui, quelles peuvent-elles être? Oui, des accords sont possibles, mais ce seront des accords essentiellement symboliques. Il ne faut jamais oublier que en 2019, le commerce entre la Russie et les États-Unis, ça représentait environ 4,5% du commerce de la Russie. À l'époque, le commerce avec l'Union européenne représentait 45%. Et pour les États-Unis, c'est encore moins. Le commerce avec la Russie doit représenter 2%. Bon. Donc, admettons qu'on revienne à cette situation, ça ne changera pas beaucoup les choses. Par contre, effectivement, symboliquement, si les États-Unis décident de lever une série de sanctions, ça peut relancer le débat sur la levée des sanctions au sein de l'Union européenne. Mais là, on est dans du politique, dans du symbolique. On n'est pas dans des choses qui vont être réelles. Je pense qu'il est plus intéressant de voir à ce moment-là, est-ce qu'il peut y avoir une négociation entre la Russie, les États-Unis, sur la question de l'Iran. La Russie n'est pas très contente de voir l'Iran développer une capacité nucléaire militaire. Les États-Unis, eux, n'en veulent pas pour protéger Israël. Bon. Est-ce qu'ils peuvent s'accorder sur des garanties de sécurité pour l'Iran, l'amenant à arrêter son programme nucléaire militaire? Ça, c'est quelque chose qui reste à voir. Donald Trump a dit dans sa campagne, et immédiatement après son élection, donc au mois de novembre, que la question d'un changement de régime à Téhéran ne se posait pas, et que l'intégrité territoriale de l'Iran était un point important. Chose d'ailleurs qui a été dite par les dirigeants saoudiens, qui ont repris ça. Alors c'est intéressant quand on connaît les oppositions qu'il peut y avoir entre l'Iran et l'Arabie saoudite, même si elles se sont, depuis l'année dernière, de beaucoup réduites. Bon. Mais où les dirigeants saoudiens, enfin le prince Mohammed Ben Salman, dit explicitement que l'intégrité territoriale et la sécurité de l'Iran sont un des objectifs de l'Arabie saoudite. Bon. Donc ça, c'est une négociation qui est beaucoup plus importante, à mon avis, qu'une négociation sur le domaine commercial, où il peut y avoir des gestes symboliques faits d'un côté ou de l'autre. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu économique essentiel. Alors il peut y avoir des enjeux économiques dans des secteurs très particuliers. La fourniture d'éponges de titane par la Russie à l'industrie américaine, mais qui n'a pas été touchée par les sanctions, hein, qui continue aujourd'hui, et le fait que les États-Unis réachètent de l'uranium traité à la Russie, parce que
la Russie a 2 poids lourds au niveau mondial dans l'industrie nucléaire, Rosatom, qui construit les centrales, etc., et la société Tviel, qui est aussi une société d'État, qui gère tout ce que l'on appelle le cycle du combustible. Bien. Donc là, il peut y avoir des accords, mais globalement, les États-Unis et la Russie savent que leur commerce réciproque est en fait assez limité. Aujourd'hui, il y a un bras de fer sur l'Ukraine, mais peut-être est-il plus important entre les États-Unis, la Russie et les pays de l'Union européenne. Il y a une pression, et d'ailleurs, la détestation des Européens envers Vladimir Poutine est égale à la détestation de Donald Trump. Est-ce que dans ce combat un peu entre ces deux puissances politiques, enfin 3 puissances politiques, mais les Russes alliés aux Américains contre les Européens, qui peut gagner? Est-ce que les Américains et les Russes peuvent tordre le bras de l'Union européenne? Honnêtement, je ne pense pas que la question se pose comme ça. Parce que d'abord, l'Union européenne n'existe pas en tant que puissance. Il y a des pays dans l'Union européenne qui peuvent avoir des positions assez différentes. Les pays du nord de l'Union européenne, Finlande, Suède, Pays-Baltes, peut-être Pologne, ont visiblement une vision très différente de la vision des pays d'Europe occidentale, hein, France, Allemagne, hein, voire de la vision évidemment des pays de l'ancienne Europe centrale et orientale, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, etc. Donc il y a déjà ce problème. Et par ailleurs, je pense que la Russie comme les États-Unis ont des objectifs spécifiques mais différents par rapport à l'Union européenne. Pour la Russie, la reprise des relations économiques avec l'Union européenne, et en particulier de la vente d'énergie, redonnerait des marges de négociation par rapport à la Chine. Alors je pense que le tournant vers l'Orient, vers l'Asie, vers la Chine, vers l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, est irréversible. Mais dans ce tournant, il est toujours bon d'avoir des partenaires équilibrant le tournant. Donc, de ce point de vue-là, la Russie peut souhaiter cette réouverture, au moins partielle, du commerce avec l'Union européenne. Donald Trump a, lui, comme objectif de désindustrialiser l'Europe, hein, de provoquer cette migration des entreprises allemandes et peut-être des entreprises néerlandaises et peut-être de quelques entreprises françaises vers les États-Unis. Bien. Ce ne sont pas des objectifs compatibles. Donc, si, sur la question de l'Ukraine, il peut y avoir une forme de connivence entre les États-Unis et la Russie pour mettre fin le plus vite possible à ce conflit, ça oui, tout à fait concevable. Sur l'attitude plus générale par rapport aux pays de l'Union européenne, les intérêts sont divergents entre les États-Unis et la Russie. Alors après, il y a une dimension idéologique qu'il faut prendre en compte, et je pense que l'idéologie européiste, telle qu'elle est incarnée par Madame von der Leyen ou par Emmanuel Macron, va devenir un obstacle à la fois pour les États-Unis et pour la Russie. Donc elle va être attaquée, très clairement. Mais, je répète, les intérêts économiques des États-Unis et de la Russie sont divergents par rapport à l'Europe. Je me permets de repréciser la question. Quand je parlais de l'Union européenne, je parlais du couple von der Leyen-Macron, dont les intérêts politiques, en fait, se situent pas au niveau national, puisqu'on voit que Emmanuel Macron est parti dans la
posture de chef de guerre, de chef militaire des pays européens contre, je dirais, en soutien à l'Ukraine, et que Mme von der Leyen, bien sûr, est engagée dans le soutien à l'Ukraine et dans le soutien croissant à l'Ukraine, mais qu'elle est là, elle se pense aussi à la tête d'une superpuissance européenne qui pourrait tenir tête aux États-Unis, notamment, on en parlait tout à l'heure, à ce projet de droits de douane augmentés. Est-ce que le couple européen, Macron sur ce volet militaire et von der Leyen sur ce volet politico-économique ont les moyens de tenir tête, parce qu'il y a cette fracture idéologique dont vous parliez entre le mondialisme qu'ils incarnent, le fédéralisme européen qu'ils incarnent, et Vladimir Poutine et Donald Trump qui, eux, incarnent ce dont vous parliez tout à l'heure, ce retour des souverainetés. Oui, mais ça va plus loin. Le problème, c'est que l'Union européenne, l'UE 27, n'est pas du tout homogène. Donc, si vraiment la question se pose de si on veut avoir la garantie américaine, la garantie militaire, il faut accepter ce qu'ils veulent. Je répète, des pays comme la Finlande, la Suède, les pays baltes, voire la Pologne, vont dire c'est ça qu'on choisit. Et on ne choisit pas l'UE. On choisit ça. En fait, ce problème que vous évoquez, ne concerne que les pays du noyau d'origine. C'est les pays de la CE, de l'ex-CE. C'est la France, l'Allemagne. Alors, même l'Italie, ça pose une véritable question. Parce qu'on voit très bien que l'Italie, elle est pour le moins réticente à cette position du couple Macron-von der Leyen, parce qu'elle est elle-même très liée aux États-Unis. Les États-Unis ont une immense base navale à Naples, ils ont d'autres bases militaires en Italie. Donc même l'Italie pourrait ne pas se rallier à cette position de Macron et de Mme von der Leyen. En fait, cette position ne tient que sur le couple franco-allemand auquel viennent s'agréger les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne. Bon. Mais là, il y a les contradictions internes. Pour l'Allemagne, qui sent très bien qu'elle n'a pas les moyens d'affronter à la fois les États-Unis et la Russie, et que soit elle choisit son industrie, ce qui la ramène vers la Russie, soit elle considère que la proposition française d'étendre le parapluie nucléaire n'est pas crédible et que seuls les États-Unis peuvent lui garantir sa sécurité. Et à ce moment-là, il faudra qu'elle accepte les conditions de Donald Trump. Bon. Et donc, en réalité, le couple Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, ce sont des gens qui sont en train de danser dans le vide. Ce sont des gens qui sont en train de nous faire un beau numéro de danse en patin à glace, mais sur un lac dont l'épaisseur de glace est extrêmement mince et peut se fracturer à tout moment. Et ce qui, moi, me désole, c'est qu'on ne comprenne pas en France l'impasse à laquelle cela va nous conduire et pourquoi il y aurait énormément d'arguments nous ramenant vers une position de réelle souveraineté qui n'est pas nécessairement opposée à celle de nos voisins, mais qui consiste à dire, voilà, vos intérêts, nous les entendons bien, nous sommes prêts, par exemple, à faire monter l'appareil militaire français de manière à être en mesure d'étendre à votre pays la dissuasion française, mais à ce moment-là, ça va exiger des contreparties de votre part. Et pas simplement le fait de payer le surcoût. Il faut être clair, il faut des contreparties qui soient beaucoup plus structurelles. Mais ça, c'est une vraie politique et ce ne sont pas des rêves où, je vous dis, un numéro de danse dans le vide tel qu'il est pratiqué par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen.
quand Emmanuel Macron, pour financer l'effort de guerre, puisqu'il dit que nous sommes en guerre quelque part, annonce une hausse des dépenses militaires et qu'on semble comprendre que ce sont les épargnants qui vont être mis à contribution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est nécessaire et est-ce que nous avons, compte tenu de l'état jamais atteint de la dette française, est-ce que c'est bien raisonnable? Alors, ça va poser de gros problèmes. Après, il faut réfléchir à quelle est la taille de cet effort de défense que nous devons faire. Bon. Je dois d'abord dire que les déclarations d'Emmanuel Macron ou de François Bayrou sur la taille de l'effort de défense qui est fait par la Russie, pour être poli, ne correspondent pas à la réalité. Ils ont parlé de 40% du budget militaire dans les dépenses russes. La réalité, c'est 17%. Moitié moins. Bien. Donc ça, c'est un premier point. Mais maintenant, il est vrai que le PIB de la Russie étant de 16% supérieur au PIB de l'Allemagne, le PIB de la Russie étant de 60% supérieur au PIB français, PIB réel, et la Russie, malgré tout, ayant un effort de défense qui n'est pas négligeable, la Russie est très au-dessus de notre niveau. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener les dépenses militaires au niveau qu'elles avaient avant 1992. Pas 2%, mais 3%. Pas plus. Pourquoi? Parce que si on fait ça, si la France, l'Italie, l'Allemagne font cela, montent à ce niveau-là, nous aurons, avec les Pays-Bas et la Belgique, nous aurons à 5 pays l'équivalent des dépenses militaires et l'équivalent des dépenses d'armement faites par la Russie. Bon, ça suffit. On a d'abord le nucléaire, et puis on a, d'un point de vue conventionnel, une égalité. Donc, oui, il faut augmenter, mais on voit bien, des chiffres comme 4,5% ou 5,5%, c'est de la fantaisie. Bon. Donc, il faut augmenter, mais de manière extrêmement limitée, avec en plus cette question qui est importante, qui est de dire, si nous augmentons trop, c'est déjà, tout d'abord, notre industrie militaire ne suivra pas, parce qu'il faut savoir, l'industrie militaire française, elle existe, elle est importante, mais c'est quand même une industrie bonsaï. On a dit, c'est fantastique, nous avons multiplié par 3 la production d'obus depuis le début de la guerre. Oui, c'est vrai, c'est une belle progression. Sauf qu'en production mensuelle, ça veut dire qu'on est passé de 1000 obus par mois à 3000 obus par mois. 3000 obus par mois, c'est une demi-journée de combat en Ukraine. Absolument. Bon. Donc, il faut aussi avoir ça. Et donc, si on augmente la taille du budget militaire trop vite, alors que nous sommes avec une industrie très faible, c'est les prix des matériels qui vont augmenter, d'une certaine manière, tout simplement. Donc, on voit bien qu'il faut une montée progressive, sur plusieurs années, avec un objectif qui doit être fixé de 3, peut-être 3,5% du PIB. Bien, oui, c'est ça qu'on doit se fixer, mais pas plus. Parce qu'aller plus, c'est envoyer le signal à la Russie, nous cherchons non pas à avoir une égalité, mais une supériorité militaire. Et ça, la Russie peut dire, attendez, vous voulez nous attaquer? C'est peut-être ce qui est recherché d'ailleurs, parce qu'on voit quand même un ton très, très agressif, très vindicatif. Je pense que ce ton très agressif, honnêtement, il vient d'une méconnaissance de l'effort militaire réel qui est consacré par la Russie. Bon. Dont on peut penser d'ailleurs que s'il y a une paix en Ukraine dans l'année, cet effort va diminuer. Alors, il ne va pas revenir à un niveau très faible, mais la Russie dépense aujourd'hui à peu près 6%, ou 6,5%, enfin bon, ça dépend comment on fait les calculs, de son PIB pour la défense. S'il n'y a plus de combat,
l'effort militaire russe devrait redescendre vers 5%. Bien. Alors, c'est supérieur à ce que la France, individuellement, la France, l'Allemagne, l'Italie, peuvent faire, mais avec une défense européenne, même limitée à un nombre réduit de pays de l'Union européenne, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Belgique, on retrouve le même niveau que la Russie. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, et ça, si vous voulez, ça peut se faire sans prendre des mesures qui seront de toutes les manières très coûteuses. Parce que quand on parle de mobiliser l'épargne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, offrir des instruments d'épargne servant à financer la défense, dont le rendement soit supérieur au rendement des autres instruments d'épargne existants. Ça veut dire, si on veut que ce soit attractif pour les gens, qu'il faudra offrir des rendements de l'ordre de 4,5-5%. Le coût budgétaire va être extraordinaire. Oui. Donc je dis, il faut beaucoup mieux avoir une vision réaliste de l'effort qu'il faut faire. Je ne nie pas le fait qu'il faut faire un effort, d'autant plus quand on est dans une situation où les États-Unis se retirent assez massivement du continent européen. Donc oui, il faut faire un effort, mais cet effort ne doit pas viser des niveaux extravagants de 4,5%, 5,5% du PIB. On doit viser beaucoup plus normalement de revenir à ce qui était l'effort militaire consenti par la France en 1992. Oui, ça, il faut le faire. Et il ne faut pas le faire d'ailleurs dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'on a un budget militaire de 60 milliards d'euros. Bon. À euro constant, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation, ce budget devrait passer à 90 milliards. Mais il ne va pas passer d'une année sur l'autre. Je pense qu'il faudrait que cette montée à euro constant de 60 à 90 milliards, elle soit étagée sur 3 à 4 ans, de manière à permettre aux industriels de l'armement de faire les investissements nécessaires et de manière à ce que leur capacité de production soit capable de monter. Et puis après, il y a aussi le problème du personnel, des hommes. Bon. Et on voit très bien que l'armée allemande est en déficit d'hommes, l'armée britannique n'arrive plus à recruter. Ils ont dû mettre sous cocon 3 frégates parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de personnel compétent pour armer ces navires. Bon, donc il y aura aussi un très gros effort à faire là-dedans, un effort aussi pour rendre la fonction militaire attractive, si on veut. Et on voit bien que cet effort, ça n'a pas de sens aujourd'hui de parler d'une relance du service militaire, parce qu'il s'agit de personnels qui sont des personnels extrêmement formés, et donc ça ne peut être que des professionnels, et des professionnels bien payés si on ne veut pas qu'au bout de 5-6 ans, ils repartent vers le secteur privé. Donc tout ceci doit être compris. Oui, il faut qu'on fasse un effort de défense, mais c'est un effort limité, de manière à ne pas être en situation de provocation vis-à-vis de la Russie, d'assurer notre défense, mais sans plus. Et par ailleurs, il faut tenir compte, je dirais, de l'inertie, de l'état de l'appareil de production militaire actuel et de l'état des hommes, si on veut faire monter cela en puissance de manière équilibrée, sans provoquer de déséquilibre important, sans avoir par exemple du matériel qu'on ne pourra pas mettre en œuvre parce qu'on n'aura pas les personnels capables de l'opérer, ou d'avoir le même matériel qu'avant mais beaucoup plus cher parce qu'on aura tout simplement mis plus d'argent alors que les capacités de production n'auront pas augmenté. C'est les deux grands obstacles. Ça doit se faire dans le temps et ça doit être programmé. Donc l'important, ça serait normalement de faire voter une loi de programmation militaire par le Parlement français, discutant de l'ensemble de ces dimensions et indiquant l'horizon, d'abord indiquant le but que l'on veut atteindre et la progression dans le temps que l'on veut adopter.
Ça, c'est une position, je dirais, factuelle, réaliste, et ce n'est pas les délires de gens qui se prennent pour des petits Napoléons sur leur colline, selon une expression bien connue. Jacques Sapir, merci pour cet entretien passionnant. Je rappelle à nos auditeurs votre livre « La fin de l'ordre occidental » aux éditions Libres. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt.